Bonjour à tous, je vais vous lire la suite du pouvoir occulte américain, l'ordre des Skull and Bones, par Anthony Sutton, aux éditions Ethos. Je vous ai mis le lien pour avoir l'ouvrage dans la description. Mémorandum numéro 3. Que sait-on vraiment de l'ordre? Les écrits parlant ouvertement de l'ordre sont au nombre de 2. En un siècle d'histoire, nous ne trouvons que 2 articles. Donc, petite parenthèse, je rappelle que la première édition date de 1983. Le journal The Iconoclast, numéro 1 seulement, du 13 octobre 1873, ainsi qu'un article déjà cité de Ron Rosenbaum, paru dans l'Esquire en 1977. Le présent ouvrage et ses émules s'appuient sur des archives inédites héritées de l'ordre lui-même. The Iconoclast, octobre 1873. En octobre 1873, un étudiant zélé de Yale, poussé à agir en raison de la mainmise de l'ordre sur les finances d'une université de Yale qui s'était retrouvée au bord de la pauvreté, a pris le risque de publier un réquisitoire. Malheureusement, les observations les plus intéressantes de cet étudiant anonyme ont été noyées dans des vers plutôt mauvais, il faut bien le dire. Nous en reproduisons certains ci-dessous, extraits de The Iconoclast, car il est à peu près impossible de les résumer. Les journaux universitaires de Yale, le Courant et le Record, suivaient une politique d'omerta à propos de l'ordre. Comme le dit The Iconoclast, nous écrivons dans une nouvelle revue car la presse du campus est fermée à tous ceux qui osent parler ouvertement des Bones. La presse universitaire était contrôlée par l'ordre. Les journaux de Yale étaient fréquemment dirigés par des rédacteurs en chef appartenant à l'ordre. Par exemple, Thomas Cochrane, 1894, membre de l'ordre, fut un remarquable rédacteur en chef du Yale Record. Il a continué sa carrière en devenant un influent partenaire de la banque JP Morgan. 3 paragraphes de The Iconoclast résument la teneur de l'accusation portée par cette publication anonyme. Premièrement, cette société secrète de Yale ne s'adresse qu'à une poignée de privilégiés. Je cite, « Depuis plus de 40 ans, une société secrète dénommée Skull and Bones existe sur le campus de Yale. Elle recrute, au sein de chaque promotion, un certain nombre d'individus. Ces derniers sont personnellement choisis par des membres de la promotion immédiatement précédente, bien que l'influence exercée par un homme éminent ayant obtenu son diplôme depuis plusieurs années soit monnaie courante, par l'entremise de parents et d'amis. En analysant les personnes choisies chaque année, nous constatons qu'elles sont élues avec un but bien précis, obtenir pour la société secrète les plus grands honneurs dont il soit possible de jouir. Ces honneurs peuvent être issus des lettres comme de la richesse individuelle, c'est évident. Les hommes ayant intégré cette société secrète reçoivent des marques de distinction de la part de l'université d'Yale et des autres étudiants. Depuis que Yale distingue des hommes, cette société se pique elle aussi de les honorer. Fin de la citation. Deuxièmement, The Iconoclast affirme que l'ordre a réussi à contrôler Yale et que ses membres se soucient davantage de leur club que de l'université. Donc là, on a cette sorte de poème. Ce dont nous voulons parler. Nous nous présentons devant l'université revêtue de la justice afin d'obtenir réparation pour les ravages que les mains impies des vandales ont faits, afin de donner à l'université des sentiments et des expressions d'audace et de liberté, et d'enseigner à chaque homme ses droits fondamentaux s'il est besoin. Nous ne sommes ni un parti, ni une secte, mais des hommes honnêtes et sincères, qui ne se soumettront jamais à ce que 15 individus peuvent exiger, qui ressentent le joug honteux sous lequel croule depuis trop longtemps la faculté, et qui se proposent de faire de leur mieux pour briser en 1000 morceaux cette domination. Nous ne sommes pas des enquiquineurs, et Dieu le sait bien. Nous désirons montrer que des forces occultes depuis longtemps sont un fléau pour la vie et l'organisation de Yale, et nous espérons que pâlisse l'étoile des Skull and Bones. Nous représentons les profanes dont les voix doivent être entendues, et ne seront jamais réduites au silence par le regard hautain ou la morgue, de ceux dont l'influence est ici, à Yale, réelle, mais serait nulle et non avenue s'ils ne portaient à la boutonnière 2 os entrecroisés sous un crâne. Nous ne gardons de la rancune vis-à-vis d'aucun homme, mais souhaitons que tous soient unis par un lien réciproque de paix et d'harmonie. Pourtant, lorsque quelques individus s'arrogent la gestion des affaires le plus prétentieusement du monde, cet heureux rêve ne peut être... Vraiment, de quel droit 15 hommes pourraient-ils dominer tous les autres? Par quelle supercherie le monde étudiant se courbe-t-il devant leur visage dès qu'ils approchent? Sont-ils donc atteints d'une grave et rare maladie, ceux qui se soumettent servilement aux paroles de ces êtres supérieurs entre guillemets?
Si les motifs sur lesquels ces derniers fondent leurs prérogatives sont justes et vrais, nous les invitons à les exposer eux-mêmes à la face du monde, que tous puissent connaître les raisons pour lesquelles cette fière oligarchie, s'autoproclamant élite de seigneurs suprêmes, nous domine, nous les vulgaires. Nous n'en voulons pas à l'existence même de cette secte. Personne ne leur conteste ce droit, mais nous réprouvons leur politique selon laquelle celui qui porte sur sa poitrine l'emblème du clan doit être considéré comme meilleur en tout lieu et en toute chose. Nous désirons que cela soit su de tous, que nul, en lisant ce livre, ne dise que nous sommes mus par une basse rancune ou par la jalousie. Il est des principes de droit et de justice que nous souhaiterions les voir soutenir. Ils ignorent depuis toujours ces maximes, alors nous les défendons ici. Ô camarades, qui tout comme nous, révéraient ces salles antiques, à travers lesquelles, par une gloire sacrée, un avenir radieux nous est tracé. Hommes de toute promotion qui désirez prendre soin de notre alma mater, acceptez-vous que notre université soit soumise à cette vie répugnante? Le droit d'agir, comme il paraît à chacun bon d'agir, devrait prévaloir, mais ne doit-on pas grincer des dents face à qui porte une tête de mort sur sa poitrine? Oui, que tous s'élèvent et rompent le charme de cet enchantement funèbre, créé par le mystère entourant tout ce qui provient de ces murs de pierre brune. Et s'ils ne veulent écouter nos revendications et accorder leur raison à la justice, s'ils persistent à ternir la gloire éternelle du ciel, dominant notre petit monde universitaire par des imprécations fières et impérieuses, reprenons tous ensemble notre mot d'ordre. À bas Skull and Bones. Skull and Bones recrute ses hommes au sein de chaque promotion. Une fois lâchés dans le grand monde, ils sont dans bien des cas devenus des acteurs politiques ou économiques de grande envergure. Ils ont réussi à contrôler Yale, dont ils gèrent les activités. Même le budget de l'université, soumis à leur volonté, passe par leurs mains. Ce sont sans doute des hommes compétents en soi, mais nombreux sont ceux qu'ils ont regardés de haut durant leur cursus universitaire et qui savent que l'argent circulait entre leurs mains. Les hommes de Wall Street se plaignent de recevoir de l'université des appels aux dons, au lieu de comprendre que chaque diplômé devrait donner sa part. La raison de cette attitude a été donnée par l'un des hommes les plus importants de Yale et d'Amérique. Peu donnent, car les membres de Skull and Bones se dévouent bien plus pour leur club que pour leur université. Fin des citations. Enfin, The Iconoclast considère que l'ordre est un fléau mortel grandissant au fil du temps. Je cite, « Année après année, le fléau mortel grandit. Jamais cette société secrète n'a été plus nuisible à l'université que de nos jours, et il est normal que cela attise l'hostilité des profanes. Jamais l'ordre n'a montré une telle arrogance et un tel esprit de supériorité vaniteuse. Il a pris le contrôle des journaux universitaires et se mêle de tout. Il ne souhaite pas montrer ses pouvoirs, mais les utilise d'autant plus efficacement qu'il les enveloppe dans le silence et dans l'ombre. Il est à peu près impossible de dire tout le bien qui a produit l'université d'Yale, et dire le bien qu'elle pourrait encore faire serait infiniment plus difficile. Notre dilemme se réduit donc à ceci. D'un côté, nous avons une formidable source de bien, de l'autre, une société secrète coupable de crimes très graves à la portée immense. C'est l'université de Yale contre les Skull and Bones. Nous demandons à tous les hommes, et c'est une question fondamentale, laquelle de ces deux institutions doit être autorisée à vivre. Les pouvoirs de l'ordre sont mis au service de ses membres avant même qu'ils ne quittent Yale. Prenons un exemple datant de la fin du XIXe siècle. Antérieur aux autres exemples que nous vous présenterons plus tard, suggérant assez bien qu'un usage peu moral du pouvoir équivaut depuis longtemps au sein de l'ordre, le favoritisme à l'égard des membres des Skull and Bones. Nous en arrivons à un bien triste spectacle quand l'université fait preuve d'injustice en favorisant un membre des Skull and Bones aux dépens d'autres étudiants. Nous pensons à une affaire bien précise. 2 étudiants de dernière année, l'un est profane, l'autre est membre des Skull and Bones, ont manqué l'examen de début de semestre. Il leur a été permis de repasser cet examen qu'ils ont échoué. Jusque-là, leurs parcours sont identiques, et cette indulgence, si c'est bien de l'indulgence, semble davantage méritée chez le profane, qui a passé son temps à se démener pour faire rayonner l'université et ses intérêts, plutôt que chez l'initié des Skull and Bones, qui au cours de ces 3 années passées à Yale, n'a rien accompli dont nous ayons profité. Mais très étrangement, le premier était exclu jusqu'à la fin du semestre et obligé de quitter la ville, n'étant autorisé à repasser son examen qu'à son retour le semestre suivant. L'initié, au contraire, a pu rester à New Haven, assister tous les jours aux cours
auquel il a pu activement participer et repasser son examen en moins de 6 semaines. Pourquoi une telle différence de traitement? Oh, Mr. Untel est un cas particulier, a déclaré un professeur, membre de Skull and Bones. Nous présumons que la dite particularité est que M. Untel porte à la boutonnière une tête de mort et 2 os entrecroisés. Nous savons que M. Untel a prétendu avoir été malade pendant les vacances et invoque sa maladie comme une excuse pour ne pas avoir passé les partiels. Mais le candidat profane était également malade, comme l'université en a été expressément informée par une lettre signée de son père. Les faits ont provoqué une très profonde indignation chez les étudiants de dernière année. Il est certainement temps d'engager une réforme radicale pour éviter que les messieurs qui nous forment puissent se laisser influencer par des choses aussi viles que des relations claniques, alors qu'ils devraient se contenter d'être justes. L'Esquire, septembre 1877. Un seul article parlant de l'ordre a été publiquement imprimé au cours des 100 dernières années. Malheureusement, ce n'est qu'un réquisitoire superficiel et presque moqueur. S'il fournit quelques éclaircissements, il n'est qu'une très maigre contribution à la connaissance historique. Cet article s'intitule « The Last Secrets of Skull and Bones » et a été écrit par Ron Rosenbaum dans l'Esquire de septembre 1977. Rosenbaum est un diplômé de Yale, intéressé par les possibilités romanesques qu'offrirait une société secrète voulant contrôler la planète. Il n'est apparemment pas conscient de toutes ses implications politiques. Sa contribution est un mélange de documents de première main et de bruits de couloir. En outre, Rosenbaum ne fait que rarement des observations pertinentes. Parmi ces dernières, nous trouvons celle-ci. Les hommes qui ont façonné le caractère national de l'Amérique après leurs études ont, au cours de ces dernières années, vu leur esprit être façonné par cette crypte, c'est-à-dire le temple des Bones sur le campus de Yale. Prenons un autre commentaire. Quand un impétrant est initié par l'ordre, je cite, « Le soir même, il meurt au monde pour renaître dans l'ordre qui deviendra sa seule référence. L'ordre est un monde en soi dans lequel le néophyte aura un nouveau nom et 14 nouveaux frères, eux aussi, renés, nés à nouveau. » Et lorsque Rosenbaum commence à s'interroger avec plus de sérieux sur l'ordre, il nous dit « Il n'apprécie pas les gens curieux et indiscrets. La puissance des Skull and Bones est inouïe. Ses membres ont pris possession de tous les leviers du pouvoir de notre pays. Voyez-vous, s'intéresser à eux, c'est comme enquêter sur la mafia. Rappelez-vous qu'il s'agit également d'une société secrète. » Si cet extrait de l'Esquire vaut la peine d'être lu, il est clair des aspects de l'ordre qui ne nous intéressent pas outre mesure. Les annuaires. Puisque l'ordre est une société secrète, il ne publie ni compte-rendu ni revue. Comme le rappelle Rosenbaum, ses membres n'aiment pas les gens curieux et indiscrets. Votre serviteur, toutefois, a hérité d'exemplaires, les annuaires autrefois appelés almanachs. Il s'agit d'un répertoire complet des membres depuis 1832, année de création du club aux États-Unis. Comment cette documentation a-t-elle pu se trouver entre des mains profanes? Il est possible qu'un ou plusieurs initiés, bien que liés par serment, ne seraient pas trop choqués si l'histoire de leur association venait à être étalée sur la place publique. C'est tout ce que nous dirons. Il existe d'autres sources, car Skull and Bones est toujours un passionnant sujet de conversation à Yale. Il y a quelque temps, plusieurs étudiants pragmatiques ont mené leur propre enquête en réalisant une exploration du temple des Bones. Il en est resté des objets souvenirs, des plans et un remue-ménage considérable. Le corpus de sources sur lequel le présent livre est bâti est constitué des annuaires à partir desquels nous avons pu reconstruire les raisons, les buts et les actions de la société. Les actes individuels de chaque membre se retrouvent dans les livres d'histoire et dans les archives publiques. En regardant où les membres ont agi, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, qui ils ont avantagé et quand ils se sont retirés, on peut assembler tous les éléments recueillis afin d'en déduire les fins poursuivies. Mémorandum numéro 4. Qui fait partie de cette société secrète? Les listes des membres, nous donnant les noms d'environ 2500 initiés de l'ordre, font état de caractéristiques évidentes. La majorité des membres viennent de la côte est des États-Unis. En 1950, nous trouvons seulement 3 membres résidant à Los Angeles en Californie contre 28 habitant à New Haven dans le Connecticut. Les initiés sont tous de sexe masculin et presque tous des WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Ils descendent pour la plupart de familles de puritains anglais dont les ancêtres sont arrivés en Amérique du Nord vers 1630-1660. Ces familles de puritains ont privilégié des mariages endogames
avec le monde de la finance, où ont admis dans leur milieu des individus issus des milieux d'affaires, avec par exemple les Rockefeller, Davison et Harriman, dont plusieurs membres ont été initiés par l'ordre. Nous pouvons tirer une hypothèse de ces considérations préliminaires. Il existe aujourd'hui, aux États-Unis, et cela dure depuis 1833, une société secrète composée de membres de familles les plus anciennes d'Amérique et des représentants du monde de la finance. Le schéma ci-dessous donne une représentation simplifiée de cette hypothèse. Je m'attellerai à donner de plus amples informations dans un autre volume, mais pour l'instant, contentons-nous d'exposer les éléments qui concernent deux grandes familles, les Whitney et les Harriman. Hypothèse numéro 1. Une société secrète dominée par des familles parmi les plus anciennes d'Amérique et par des familles s'étant récemment enrichies de 1833 à nos jours. L'ordre. Famille Whitney, 1635, Watertown, Massachusetts. Famille Perkins, 1631, Boston, Massachusetts. Famille Stimson, 1635, Watertown, Massachusetts. Famille Taft, 1679, Braintree, Massachusetts. Famille Wadsworth, 1632, Newton, Massachusetts. Famille Gilman, 1638, Ingham, Massachusetts. Famille Payne, Standard Oil. Famille Davison, banque JP Morgan. Famille Pillsbury, minoterie du même nom. Famille Sloan, commerce de marchandises. Famille Weyerhaeuser, industrie du bois. Famille Harriman, chemin de fer. Famille Rockefeller, Standard Oil. Famille Lord, 1635, Cambridge, Massachusetts. Famille Bundy, 1635, Boston, Massachusetts. Famille Phelps, 1630, Boston, Massachusetts. Donc là, on a un petit graphique avec l'ordre au milieu et toutes les familles fondatrices qui gravitent autour. La famille Whitney. La famille Whitney est particulièrement remarquable. Elle descend de puritains anglais venus s'installer en Amérique vers 1635 à Watertown, dans le Massachusetts. 8 membres de cette famille ont été admis au sein de l'ordre. Parmi eux, certains eurent des existences assez courtes. Emerson Coxwell Whitney mourut quelques mois après son initiation et Edward Payson Whitney disparut en 1858, si nous en croyons son biographe. 3 Whitney forment le groupe d'influence des Whitney au sein de l'ordre, William Collins Whitney et ses 2 fils. Cette influence survit encore aujourd'hui à travers la famille Harriman et grâce à des mariages avec les Payne et les Vanderbilt. Donc, quels sont les Whitney dans l'ordre? Date de l'initiation 1851. Nom Emerson Coxwell Whitney. Domaine d'emploi enseignement, mort le 1er décembre 1851. Initiation 1854. Edward Payson Whitney. Médecine, disparu en 1858. Initié en 1856, James Lyman Whitney, bibliothécaire des bibliothèques publiques de Boston. 1863, William Collins Whitney, secrétaire à la Marine nationale, 1885-1889, promoteur et financier. 1878, Edward Baldwin Whitney, droit, juge à la Cour suprême de New York. 1882, Joseph Ernest Whitney, enseignement, et mort le 25 février 1893. 1894, Payne Whitney, fils de William Collins Whitney, finance, Knickerbocker Trust Company. Initié en 1898, Harry Payne Whitney, fils de William Collins Whitney, finance, Guaranty Trust et Guggenheim Exploration Company. William Collins Whitney, 1841-1904, est un excellent exemple de la manière avec laquelle les membres de l'ordre parviennent à la gloire et à la fortune. William Collins Whitney a été initié en 1863 et en 1872, il n'était qu'inspecteur des écoles de New York. Toutefois, dans les 3 dernières décennies du siècle, il a amassé une fortune considérable et est devenu l'un des membres les plus influents de l'administration de George Cleveland et a dirigé les activités souvent dénuées de tout scrupule d'un groupe capitaliste surnommé Groupe Whitney. Une courte citation nous donnera un aperçu de la puissance acquise par Whitney en l'espace de 30 années.
C'est une liste de toutes les propriétés de la famille Whitney au tournant du siècle. Je cite. Une maison de ville à New York, un palais de style vénitien accompagné de 2500 hectares de terre à Whitley Hills, près de Jamaïca, État de New York. Une maison à Sheepshead Bay avec un domaine d'environ 150 hectares. Un manoir à Newarkshire Hills dans le Massachusetts avec 350 hectares de terrain. Une maison à October Mountain avec une grande étendue de terre. Une propriété agricole près de New York associée à un domaine d'élevage dans le Kentucky. Une réserve de chasse de 8000 hectares dans les monts Adirondacks, un chalet au bord du lac des Montagnes Bleues avec parcours de golf, une ferme céréalière de 1500 hectares dans le Kentucky, un domaine à Aiken en Caroline du Sud comprenant une maison de maître, un plan d'eau et 1000 hectares de terre pour la chasse. Fin de citation. William C. Whitney a épousé Flora Payne, fille d'Oliver Payne, trésorier de la Standard Oil. Les Payne ne sont pas impliqués dans l'ordre, mais le fait d'avoir ajouté la richesse des Payne issus de la Standard Oil à celle des Whitney a rendu cette dernière d'autant plus grande. Leurs deux fils, Harry Payne, initié en 1894, et Payne Whitney, initié en 1898, ont étudié à Yale et sont devenus membres de l'ordre. Peu après son cursus universitaire, Harry Payne a épousé Gertrude Vanderbilt en 1896 et la fortune des Whitney Payne a ainsi reçu une partie de celle des Vanderbilt. Cette puissance financière a irrigué les banques du Guaranty Trust, Morgan et Guggenheim. Ensuite, les choses se compliquent. Par exemple, le fils de Harry Payne, Cornelius Vanderbilt Whitney, épousa Mary Norton. Après leur divorce, Mary Norton Whitney épousa W. Averell Harriman. Elle fut sa première épouse, qui était un homme puissant. Ce sont ces familles étroitement entremêlées et ces imbrications financières qui constituent le noyau dirigeant de l'ordre. Jetons donc un coup d'œil sur la famille Harriman. La famille Harriman. Dans les tout premiers jours de juin 1983, un citoyen américain de premier plan s'est envolé pour Moscou afin d'y avoir une conversation privée avec Yuri Andropov. Un interprète d'État l'accompagnait. Cet individu n'était ni le président, ni le vice-président, ni le secrétaire d'État, ni aucun autre membre de l'administration Reagan. Il s'agissait d'un particulier répondant au nom de W. Averell Harriman. C'était pourtant la première fois qu'un Américain parlait avec Yuri Andropov, la chose n'étant plus arrivée depuis la mort de Brejnev, son prédécesseur. Mais qui est ce W. Averell Harriman? Le patriarche des Harriman, homme important et magnat peu scrupuleux des chemins de fer, a envoyé ses deux fils faire leurs études à Yale. William Averell Harriman, initié en 1913, et Edward Roland Noel Harriman, initié en 1917, ont rejoint l'ordre. C'est un bel exemple de la façon dont les familles de vieilles souches ont absorbé au sein de l'ordre les familles récemment enrichies. L'histoire montrant que les Harriman et leurs camarades de la finance ont peut-être chapeauté la direction de l'ordre au cours de ces quelques dernières décennies. Donc ici on voit un extrait du Wall Street Journal de 1972 avec tous les comptes et les actifs de la Brown Brothers Harriman et compagnie. Ah bah voilà. Bon. Là tout est détaillé, on va lire. Donc Brown Brothers and Harriman, liste d'associés publiée dans Wall Street Journal. Entreprise fondée en 1818, Brown Brothers Harriman & Co, banque privée, New York, Boston, Philadelphie, Chicago, Saint-Louis. Bilan financier au 30 juin 1972. Actifs. Liquidité et créances sur les établissements de crédit. 125 311 000 $. Titres publics américains directs et garantis. 45 83 000 $. Titres émanant d'États, de municipalités et d'autres collectivités publiques. 59 169 000 $. Autres titres négociables. 1 408 000 $. Prêts et escomptes. 178 690 000 $. Donc là déjà on remarque qu'il y a plus d'argent sorti en prêt que de liquidité de fonds propres. Si je dis pas de bêtises. De toute façon c'est classique pour les banques. On voit déjà quel est le petit problème à la base. Engagement de clients en contrepartie d'acceptation, 11 940 000 $. Autre actif,
21 897 000 $. Total, 443 482 000 $, donc en actifs. Passif, dépôt, 398 446 000 $. Acceptation après déduction des montants des portefeuilles, 12 389 000 $. Autre élément du passif, 5 860 000 $. Capital, 8 millions de $. Excédent, 18 785 000 $. Total du passif, 443 482 545 $. Donc le passif est à 1 $ près le même que le montant de l'actif. Associés, J. Eugene Banks, Morrow D. Brown, Walter H. Brown, Prescott Bush, Granger Kostikian, William R. Driver Jr., Terence M. Farley, Elbridge T. Gerry, John C. Hanson, E. R. Harriman, Frank W. Hoch. Alors, petite parenthèse, en Allemagne, si je dis pas de bêtises, non, une des familles milliardaires, c'est les Koch, c'est pas les Hoch. Ok. Stephen W. Hord, R.L. Ireland III, F.H. Kingsbury Jr., Robert A. Lovett, John B. Madden, Thomas McKenzie, L.J. Newquist, William F. Frey, Robert V. Roose, L. Parks Shipley, Martin von Engel, John C. West, Knight Woolley. Commanditaire, Louis Curtis, Jerry Brothers & Co., W. Avril Harriman. Liste complète des services bancaires proposés. Dépôt, prêt, escompte, lettre de crédit, acceptation, change monétaire, garde de titres, audit et conseil financier, services de conseil en investissement, courtage en bourse, échange sur les principales bourses de valeur. Brown Harriman International Ltd, Londres, société enregistrée en tant que banque privée et soumise au contrôle et à la réglementation de la Commission de réglementation des banques de l'État de New York et du département des opérations bancaires de l'État de Pennsylvanie, soumise au contrôle et à la surveillance de la Commission bancaire de l'État du Massachusetts. Les activités de nos bureaux de Chicago et de Saint-Louis sont limitées au conseil en investissement et aux services de courtage. Dans les années 1930, W.A. Harriman et Company a fusionné avec Brown Brothers, société financière plus ancienne dont les associés étaient pour la plupart eux aussi membres des Skull and Bones. La société Alexander Brown a été créée en 1800 à New York et à Philadelphie. Dans les années 1970, la banque privée internationale Brown Brothers & Harriman, relativement peu connue, avec des actifs avoisinant le demi-milliard de dollars, avait beaucoup recruté au sein de la fraternité. Sur 26 associés, personnes physiques, pas moins de 9 étaient membres de l'ordre. Nous ne connaissons aucune concentration plus importante d'initiés. Alors, petite parenthèse, à ce propos, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas vu, je l'ai mis 2 fois en ligne sur ma chaîne en quelques années, c'est le téléfilm que j'ai sous-titré en français, Brotherhood of the Bell, la fraternité de l'ordre de la cloche, et ça parle totalement d'une fraternité qui a facilité des gros contrats, qui a apporté même des contrats aux membres de l'ordre quand ils avaient des entreprises privées. Donc je vous conseille de le voir si ça n'est pas fait. Fait plus particulièrement intéressant, Prescott Bush, père des présidents George H.W. Bush, tous deux membres de l'ordre, a été un associé de Brown Brothers & Harriman pendant plus de 40 ans. Brown Brothers & Harriman étant une banque privée, elle ne subit qu'assez peu la surveillance gouvernementale et ne publie pas chaque année un bilan. En d'autres termes, nous ne savons rien dans le détail des opérations de la compagnie, ou plutôt nous n'en pouvons rien savoir à partir des documents publiés par la banque. Voici un tableau listant les associés de Brown Brothers & Harriman, étant également membres de l'ordre au milieu des années 70. Donc Walter H. Brown, initié en 1945, Prescott Sheldon Bush, initié en 1917, Granger Kent Kostikian, initié en 1929, Edward Roland Noel Harriman, initié en 1917, W. Avril Harriman, initié en 1913, Stephen Young Hord, initié en 1921,
Robert Abercrombie Lovett, initié en 1918, John Beckwith Madden, initié en 1941, Knight Woolley, initié en 1917. Il n'est pas inutile de se pencher sur ces noms et d'en déduire la puissance que l'ordre a réussi à obtenir au fil des années, comme l'attestent également d'autres éléments. Après la page de titre du présent livre, nous avons reproduit la strophe d'un poème écrit par un étudiant anonyme dans les années 1870. Il avait bien mis en lumière l'obligation morale qu'ont les membres de l'ordre de donner à ce dernier la priorité sur toute chose. Ce rédacteur de The Iconoclast écrivait « Et ils portent sur leur poitrail un emblème qui manifeste leur nom et leur famille. Cet atroce insigne, celui de la mort, dont le règne est arrivé. Le fils de Satan, le fils du péché, l'ennemi de l'homme. » Un autre auteur, toujours de la même époque, surnommait l'ordre « Fraternité de la mort ». Ah, d'ailleurs, petite parenthèse, tout à l'heure je vous ai traduit littéralement le nom du film « Fraternité de la cloche ». En fait, en français, il a été traduit par « Fraternité de la mort ». Donc, il s'agit clairement, pour moi, des Skull and Bones. Et encore une fois, hein, il y a aussi les films Skulls 1, Skulls 2, Skulls 3, qui sont des films à l'américaine, hein, mais qui sont intéressants à regarder. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la description. Enfoncés dans un puissant silence, ces corbeaux stoïques forment l'effrayante fraternité de la mort. Coiffés de noir et tout vêtus de noir, une cravate noire pendant depuis chaque col, contemplez ce sinistre tableau par un trou de serrure et remarquez leurs emblèmes de pirates et leurs torches allumées. Un siècle plus tard, dans son article paru en 1977 dans l'Esquire, Ron Rosenbaum n'est pas moins incisif en voyant dans Skull and Bones une mafia. Par les preuves que nous allons présenter plus loin, ce même auteur considère l'ordre comme étant une mafia internationale, échappant à toute règle, mais ses activités ne nous sont plus inconnues. Toutefois, aux yeux du grand public, seule la firme Brown Brothers Harriman est visible au 59 Wall Street à New York. Mais bien évidemment, à Moscou, Yuri Andropov sait pertinemment qui a les cartes en main. Donc quand il rencontrera ce Harriman au lieu de rencontrer un secrétaire d'État ou autre. Lien avec le Royaume-Uni. La lecture de ces quelques pages inspirera sans doute à plus d'un lecteur la question suivante. De quelle manière l'ordre et les familles qui le gouvernent entretiennent-ils des relations avec la société secrète créée par Cecil Rhodes, le Round Table d'Alfred Milner, les Illuminati et les sociétés secrètes juives du même genre? Où l'ordre figure-t-il au sein de ce large panorama? Pour l'instant, nous savons que nous sommes en présence d'un phénomène strictement américain, mais aux origines allemandes. Cependant, l'ordre est sans aucun doute lié à des groupes étrangers. Écoutez bien, les connexions entre l'ordre et la Grande-Bretagne se font par les frères Lazare et par des banques d'affaires privées. Petite parenthèse, vous savez les Lazare, ceux qui actuellement négocient les dettes d'État, renégocient les dettes d'État. C'est-à-dire que on fait bien en sorte d'endetter les États un maximum, et puis ensuite, qui est-ce qui prend sa grosse commission pour renégocier les dettes alors que ça devrait être fait par des organismes publics ou la BCE et tout? Eh bien, c'est les banques privées, comme les Lazare. Merveilleux, hein? Alors je pense qu'ils se font plus discrets qu'il y a quelques années, parce qu'ils savent bien qu'on sait, en fait. Voilà. Ensuite, l'establishment britannique se reproduit lui aussi grâce à l'université. Il s'agit en fait de l'université d'Oxford, et spécialement de son collège All Souls. Le pendant britannique de Skull and Bones est surnommé le groupe. Ce groupe a noué en Grande-Bretagne des liens avec des sociétés juives analogues grâce aux Rothschild. Lord Rothschild fut l'un des membres d'origine du cercle secret de Rhodes. Aux États-Unis, l'ordre a des relations avec les familles Guggenheim, Schiff et Warburg. Vous savez, Warburg, c'est ces banquiers allemands de Francfort qui ont financé, entre autres, Hitler. Sutton a écrit là-dessus. Jusqu'à une période récente, aucun juif n'avait été admis au sein de l'ordre. Cela est logique dans la mesure où, selon ce que Rosenbaum suggère, l'ordre aurait des tendances antisémites. Toutefois, de manière symbolique, quelques juifs et également quelques noirs ont été initiés au cours de ces dernières années. Et j'ajouterais même aussi, selon la liste qu'on avait en 1985, des asiatiques, enfin des américains d'origine asiatique. Mais voilà, petite parenthèse, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas de dire c'est un complot juif, ou c'est un complot WASP, ou c'est un complot... Non, 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 non. C'est des sortes de strates
Le truc, c'est que tous ces gens-là s'entendent. C'est plutôt une question de classe. Vous voyez ce que je veux dire? Skull and Bones a des rapports avec les Illuminati. Je répète cette phrase. Skull and Bones a des rapports avec les Illuminati. Quelques détails sont à puiser dans l'article de l'Esquire et d'autres seront donnés dans les volumes suivants. Tous ces mouvements font à la fois preuve d'esprit de compétition et d'esprit de coopération. Affirmer que l'ensemble de nos mots à travers le monde doivent être attribués à l'un de ces groupes est faux. Le noyau dirigeant de l'ordre, comme celui du groupe en Angleterre, se compose d'une vingtaine de familles. Dans le cas des États-Unis, elles descendent pour la plupart de colons installés dans le Massachusetts. Les nouveaux riches n'ont pu entrer dans l'ordre jusqu'au milieu du XIXe siècle, et jusqu'à des temps récents, ils n'ont jamais pu dominer Skull and Bones. En outre, donc en fait c'est les plus anciennes familles qui dominent, En outre, des familles importantes comme les Whitney et les Harriman sont accaparées par leurs intérêts financiers. À bien des égards, les familles de vieilles souches sont parvenues à manipuler les pontes de la finance. Les puritains ont détourné les richesses des banquiers pour qu'elles servent leurs objectifs, et cela sans toujours accepter parmi eux ces mêmes familles fortunées. Par exemple, si l'ordre contrôle l'impressionnante fortune d'Andrew Carnegie, aucun Carnegie n'a jamais été membre de l'ordre. C'est comme ça que ça fonctionne, de manière satellite. L'ordre a utilisé la richesse de Ford d'une manière si contraire aux souhaits de la famille Ford que 2 membres de cette dernière sont allés jusqu'à démissionner de la fondation Ford. Nous ne trouvons d'ailleurs aucun Ford sur les listes des initiés de l'ordre. Le nom Morgan n'apparaît jamais lui non plus, bien que des Morgan comptent parmi leurs associés des membres du noyau dirigeant de l'ordre, chez les Davison et les Perkins entre autres. Autre fait notable, le nom Astor est très présent dans le groupe d'Angleterre, mais pas le moins du monde au sein de l'ordre en Amérique. Pourtant, ils étaient très très riches. Ils ont fait construire la plupart des immeubles de la 5e avenue, je crois. Mémorandum numéro 5. Quelles organisations l'ordre a-t-il infiltrées? L'ordre a mis sous sa coupe ou pénétré la politique, les chercheurs et les organismes qui forgent l'opinion publique américaine, en plus des églises, des mondes des affaires, du droit, de l'administration et des partis. Il ne contrôle pas tous ces domaines en même temps, mais de manière constante et efficace, il domine assez facilement la société américaine. L'évolution de la société américaine depuis un siècle n'est pas le fruit d'un développement libre des opinions, des idées et des décisions individuelles naissant au sein du peuple. Bien au contraire, l'orientation générale de cette évolution a été façonnée de toutes pièces, puis encouragée par l'ordre. Les organisations satellites ne savent pas qu'elles ont été infiltrées ou détournées de leurs fins propres. Leur situation est comparable à ce que Quigley remarque à propos du groupe, je cite, donc Carroll Quigley, il y a un noyau intérieur de collaborateurs intimes qui, incontestablement, savent qu'ils sont les membres d'un groupe voué à la poursuite de certains objectifs et un cercle extérieur rassemblant un plus grand nombre d'individus sur lesquels le noyau dirigeant exerce son influence par la persuasion, la distribution des cartes, la suggestion et la pression sociale. Il est probable que la grande majorité des membres du cercle extérieur ne sont pas conscients d'être de vulgaires pions manipulés par une société secrète. Fin de citation. C'est ce que je vous dis d'ailleurs très souvent dans mes vidéos. Et certains me disent « Non mais attends, c'est de la naïveté ». Non, je vous assure. C'est comme quand je vous parlais de la vidéo sur les malversations des partenaires YouTube, des gens aussi sur Spotify, des labels, etc. Les artistes ou les youtubeurs en question sont pas forcément au courant, de la même manière que certains hommes politiques ne sont pas forcément au courant de la façon dont ils sont manipulés. Ok ? Donc ce qui rend d'ailleurs leur jeu, leur hypocrisie d'autant plus forte, c'est qu'ils bluffent, mais c'est un bluff sincère, puisqu'ils n'ont pas toutes les cartes, ils ne savent pas forcément. Notre deuxième hypothèse est donc la suivante. L'ordre a infiltré ou dominé par son influence suffisamment d'hommes politiques, de chercheurs et d'organisations faiseuses d'opinion pour déterminer l'orientation fondamentale de l'évolution de la société américaine. Donc là, on a un petit schéma. Donc on a l'ordre au milieu, qui représente un soleil d'ailleurs. Il influence la Maison-Blanche, pouvoir exécutif, le droit, l'enseignement, les médias, édition, les affaires, industrie, commerce, les églises, banques, réserves fédérales, fondations, think tank, groupes de réflexion, et législature et partis politiques.
L'ordre donne toujours l'impulsion d'origine. Nous pouvons observer que l'ordre tire les ficelles au sein des nouveaux organismes, c'est-à-dire qu'il en choisit le premier président d'honneur ou directeur, puis les idées, et ensuite, quand les choses se déroulent comme prévu, il s'efface et se tient dans les coulisses. Ok, vous avez compris? Donc je répète, nouvel organisme, on en choisit le premier président d'honneur ou directeur, et ensuite, quand les choses se déroulent comme prévu, cette personne s'efface et se tient dans les coulisses. Parmi les universités, nous pouvons invoquer l'exemple de l'université Cornell, dont Andrew Dickson White, initié en 1853, fut le premier président, ou de l'université Johns Hopkins, fondée sur un système éducatif allemand, dont Daniel Coit-Gilman, initié en 1852, fut le premier président, de 1875 à 1901. Dans les sociétés universitaires, l'American Historical Association, l'American Economic Association, l'American Chemical Society, Société américaine de chimie, et l'American Psychological Association ont toutes vu le jour grâce à des membres de l'ordre ou par des personnes proches de l'ordre. Ce sont des institutions importantes pour le contrôle de l'opinion. Cette tradition qu'a l'ordre d'entrer toujours le premier sur scène se remarque particulièrement à propos des fondations. Mais il semble cependant que l'ordre tient à conserver une prééminence influente parmi les membres des fondations. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, il ne se contente pas d'être le premier sur les lieux. Le premier président du Carnegie Institution, 1902-1905, fut Daniel Coit-Gilman, mais d'autres initiés de l'ordre ont figuré sur les organigrammes de l'Institut depuis le début du siècle. Gilman a également participé à la création des fondations Peabody, Slater et Russell Sage. George Bundy a été président de la fondation Ford de 1966 à 1979. Le premier président d'une autre organisation influente mais peu connue, fondée en 1910, fut également un membre de l'ordre. En 1920, Theodore Marburg a créé l'American Society for the Judicial Settlement of International Disputes, société américaine en faveur d'un tribunal international pour régler les différends entre États. Mais Marburg n'en était que président d'honneur. Le premier vrai président en fut William Howard Taft, initié en 1878. L'American Society était l'ancêtre de la League to Enforce the Peace, Ligue pour le renforcement de la paix, qui a engendré la Société des Nations, puis finalement l'ONU. Donc voilà les liens. En ce qui concerne les Nations Unies, nous voyons par exemple qu'Archibald MacLeish, initié en 1915, fut le cerveau de la constitution de l'UNESCO. Nous retrouvons la même façon d'entrer en premier sur scène avec les think tanks. En 1960, James Jeremiah Wadsworth, initié en 1927, a fondé le Peace Research Institute, Institut de recherche sur la paix. En 1963, il a débouché sur l'Institute for Policy Studies, Institut d'études politiques, avec la collaboration de Marcus Rashkin, qui fut un assistant de George Bundy, initié en 1940, au sein du Conseil de sécurité nationale, 1961-1963, et un membre très actif de l'ordre. Les églises. Près de 2% des membres de l'ordre intègrent une église, quelle qu'en soit l'obédience au sein du protestantisme, mais ce pourcentage tend à diminuer depuis ces dernières années. L'Union Theological Seminary, affiliée à l'Université Columbia de New York, est une institution stratégique. Ce séminaire, autrefois soupçonné d'avoir été infiltré par des communistes, entretient des rapports étroits avec l'ordre. Henry Sloane Coffin, initié en 1897, y fut professeur de théologie pratique de 1904 à 1926, avant d'être président de cette Union Theological, surnommée Séminaire Rouge, de 1926 à 1945. Cette institution a une conception tellement relativiste de la religion qu'elle abrite, ou du moins abritait, un club d'étudiants athées. Henry Sloane Coffin Jr., initié en 1949, figurait parmi les 5 inculpés de Boston pour conspiration. Et ce n'est qu'une infime partie de l'infiltration de l'ordre au sein des églises. La justice. Les plus grands cabinets juridiques de New York sont contrôlés par l'ordre. Il y a en particulier Lord Day & Lord, dirigé par la famille Lord, et que nous avons déjà évoqué. Nous trouvons également le cabinet Simpson, Thatcher & Bartlett, avec spécialement la famille Thatcher, ou encore Davis, Polk et Wardwell, ainsi que De Bevoise et Plimpton, firmes de la famille Rockefeller. Alors, petite parenthèse, est-ce que la famille Thatcher, il s'agissait de celle qui a été première ministre de l'Angleterre, la dame de fer?
Je sais pas, parce que elle, je pense qu'il y avait un T avant le C de Thatcher. Là, c'est T-H-A-C-H-E-R. Les médias et l'édition. L'infiltration de l'ordre est significative dans le monde des médias et de l'édition. En voici quelques exemples. Henry Luce du Time et du magazine Life Pictorial. William Buckley, initié en 1850 du National Review. Alfred Coles, initié en 1913, président de Coles Communications, du The Des Moines Register et du Minneapolis Star. Emret Bates, initié en 1932 de Lytton Educational Systems. Richard Ely Danielson, initié en 1907 de The Atlantic Monthly. Russell Wheeler Davenport, initié en 1923 du Fortune Magazine. John Shipman Farrar, initié en 1918 de la maison d'édition Farrar Straus. La plus prestigieuse distinction dans l'univers du journalisme est la bourse Nieman de l'université Harvard. Un peu plus de 300 bourses Nieman ont été accordées entre 1937 et 1968. Le premier directeur du fonds Nieman fut l'initié Archibald MacLeish. L'industrie. Les compagnies pétrolières sont étroitement imbriquées à l'ordre. Les initiés tels que Percy Rockefeller, les Payne, les Pratt ont tous un lien avec la Standard Oil, sans oublier Shell Oil, Creole Petroleum et Socony Vacuum. Un large panel de firmes industrielles est dominé par les membres de l'ordre, comme la famille Donnelly à Chicago, imprimeur de l'Official Airline Guide, c'est-à-dire du guide officiel des lignes aériennes et autres ouvrages de référence, la compagnie Weyerhaeuser, également membre de la commission trilatérale, dans le domaine du bois, ou Dresser Industries et bien d'autres encore. La réserve fédérale. Une dizaine de membres sont probablement liés à la réserve fédérale, et le cas de Pierre G, initié en 1892, est tout à fait remarquable. En 1913, son seul titre de gloire était de diriger une école privée et d'être un obscur vice-président de la Manhattan Bank, ce qui ne l'a pas empêché de devenir le premier président de la Réserve fédérale de New York, institution la plus importante de la filière. Oui, puisque la Manhattan Bank a plus tard fusionné avec Chase, et maintenant c'est même JP Morgan Chase Manhattan Bank, il me semble. Ils ont fusionné. La Maison Blanche, les hommes politiques et le gouvernement. C'est le domaine dans lequel l'ordre a fait le plus de progrès, grâce à des noms comme Taft, Bush, Stimson, Chaffee, Lovett, Whitney, Bundy et d'autres. Un volume entier est nécessaire à l'exposition de ces faits dont nous donnera un exemple avec le cas Bundy de notre mémorandum numéro 9. Voilà, ce sera la fin de cette deuxième partie. Je vous dis à très vite pour la troisième partie du livre et le mémorandum numéro 6, les actions de l'ordre, donc des Skull and Bones. À très bientôt.